Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique pour une émission Bourgogne-Franche-Comté avec aujourd'hui un invité exceptionnel, Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Alors en 3 mots, Monsieur Chevènement, c'est bien difficile quand même de résumer votre carrière politique. Député maire de Belfort puis sénateur, 4 fois ministre, recherche et industrie, éducation nationale, défense et intérieur. Vous avez également créé un parti politique, le Mouvement des Citoyens. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle, c'était en 2002. Et puis Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vous a pressenti il y a quelques mois pour devenir le président de la Fondation de l'Islam de France. Et puis, vous avez publié un livre qui s'appelle Un défi de civilisation ce mois-ci. Alors, j'ai déjà comptabilisé, vous en avez publié à peu près une vingtaine. Vous n'aviez pas encore tout dit. Vous aviez encore des choses à dire. Chaque livre est une recherche et donne lieu à rebondissement. Donc ce livre fait suite à La France est-elle finie, bien sûr, de 2010. 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, c'était en 2013. Et celui-là est le produit d'une réflexion plus poussée dans laquelle je m'investis à fond. Ce sont des milliers d'heures de travail, j'ose le dire, et j'y mets à la fois mon expérience et mon jugement, mes lectures, mes informations. Donc je pense que c'est un livre qui n'a pas grand-chose à voir avec les livres programmes qui abondent aujourd'hui. Et qui ne durent que quelques mois, le temps d'une élection. Voilà, celui-là résistera au temps. Avant d'aborder différents chapitres de votre livre, donc je vous propose de commenter tout d'abord l'actualité, première partie de cette émission. À la une de l'actualité cette semaine, tout d'abord le démantèlement de la jungle de Calais qui accueillait 6000 réfugiés. Ceux-ci ont été dispersés, installés dans des centres d'accueil partout en France, que ce soit en Bourgogne, en Franche-Comté, à Échenot-la-Méline, à Grand-Charmont, à Belfort en Franche-Comté ou encore à Villeblevin, Digoin ou Chardonnay en Bourgogne. Alors, le démantèlement et les conditions dans lesquelles il s'est déroulé, qu'en pensez-vous? Vous pensez que c'est une bonne chose? Je crois que c'est une opération qui a été bien menée par Bernard Cazeneuve. Il fallait le faire parce que cette jungle était devenue une nuisance pour la région, pour la population calaisienne. Et puis pas des conditions acceptables pour les réfugiés eux-mêmes. On avait essayé d'améliorer l'ordinaire, mais comme l'afflux était continu, ça ne pouvait plus durer. Donc il était bon, comme le président de la République l'avait annoncé, de répartir ces réfugiés dans les différentes régions. Ça s'est bien passé et ils ont été bien accueillis dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on va dire dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Non, dans l'ensemble, il y a eu un élan de solidarité. Et je dirais que les mauvais coucheurs n'étaient pas très nombreux. Alors, vous avez été ministre de l'Intérieur, je le disais au début de cette émission, donc dans le gouvernement Lionel Jospin durant 3 ans, de 97 à 2000. Alors, comprenez-vous aujourd'hui le malaise chez les policiers? Et vous qui êtes si attaché à l'autorité de l'État, est-ce que vous ne trouvez pas quand même, avec ces manifestations illégales, cette autorité est battue en brèche? Bien sûr, on peut regretter ces manifestations, mais elles traduisent un malaise très profond et qui vient de loin. D'abord, considérons que les attentats qui se sont abattus sur notre pays donnent un surcroît de travail considérable à la police. Et par conséquent, la distrait d'un certain nombre de tâches, notamment dans les quartiers, là où il y a du trafic de l'économie souterraine, et où s'édifient des zones de non-droit. Autrefois, j'avais envisagé et commencé à mettre en place une police de proximité. Qui n'a pas duré longtemps sous Nicolas Sarkozy. Ça a duré à peu près 3 ans, 2000-2003. Nicolas Sarkozy a considéré qu'il fallait privilégier les BAC, les brigades anti-criminalité. Alors que moi, je pensais qu'il fallait commencer par recréer un contact entre la police et la population, ce qui rendrait d'ailleurs l'intervention des BAC plus utile. Oui, c'était pas contradictoire. Ce n'était pas contradictoire dans mon esprit, mais pour Nicolas Sarkozy, les vrais policiers, c'était les policiers des BAC. Je considère que c'est une méconnaissance de ce qu'est le rôle de la police. Il a supprimé aussi beaucoup de postes et nous sommes trouvés en face
d'un cumul de difficultés considérables. Les zadistes, la violence. Notre société est hyper violente. Regardez les indépendantistes corses qui jettent des cocktails Molotov sur la police à Bastia. Regardez ces agressions sauvages contre des policiers à Viry-Châtillon, ou même une centaine de délinquants qui s'en prennent aux policiers au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Donc il y a là une violence, un irrespect de ce que sont les forces de l'ordre, qui sont faites pour la protection de tous, qui sont vraiment choquantes et qui traduisent, à mon avis, les conséquences d'un défaut d'éducation. J'avais évoqué jadis les sauvageons, mais on est très loin des sauvageons aujourd'hui. On est passé de nous avons affaire à des voyous, à des brutes, et par conséquent, ça pose problème. Je ne pouvais pas ne pas aborder Alstom, donc qui a fait la une de l'actualité ce mois-ci. Alstom, l'État et l'entreprise ont investi 700 millions d'euros sur le site pour sauver 480 emplois. Vous êtes un interventionniste d'État. Vous appréciez certainement cette décision, puisque vous l'avez déjà dit, mais vous regrettez quand même que l'État ne soit plus stratège, n'ait plus de perspective à long terme pour l'industrie. Mais est-ce qu'il en a toujours les moyens ? Mais il en avait les moyens. Alors je ne parle pas de la période des nationalisations, mais Alstom faisait partie d'un grand conglomérat, un peu comme Siemens en Allemagne. Il y avait Alstom Power, l'énergie, Alstom Transport, les trains, mais aussi les tramways, les métros. Et puis il y avait les chantiers de l'Atlantique, la construction navale, les câbles de Lyon. C'était une magnifique Oui, non, mais ça, c'était, entreprise. Comme vous dites, au début des années 80. C'était il y a 30 ans. Alors il y a eu les privatisations, puis une dizaine d'années plus tard, il y a eu ce que j'appelle la financiarisation. C'est-à-dire que nous avions eu des patrons qui étaient des industriels, M. Suard par exemple, qui était du Jura. Et c'était des industriels qui pensaient l'industrie à long terme. Ensuite, nous avons eu M. Bilger, qui a, avec M. Turuk, qui a saucissonné l'entreprise, créé des filiales, et nous sommes arrivés à cette situation où l'usine de Belfort, qui était l'usine mère, où on faisait des locomotives depuis 1878, au lendemain de l'annexion de l'Alsace-Moselle. Les usines de Mulhouse étaient venues à Belfort. On n'a qu'une demi-heure d'émission, alors si vous commencez à nous faire l'historique d'Alstom... On est passé de 1500 emplois à Alstom-Belfort en 1995 à 480 aujourd'hui. Ça veut dire que la direction a déshabillé l'usine de Belfort. Oui, mais bien que l'État soit encore au capital, c'est ça quand même qui est surprenant, non ? Enfin, l'État a des droits de vote. Oui. Et il était monté au capital à ma demande en 2003 pour sauver Alstom de la faillite. Ensuite, ces parts de l'État avaient été revendues à Bouygues. Et aujourd'hui, Bouygues a donné 20% des actions pour que l'État puisse faire valoir son point de vue. Ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. En l'occurrence. Mais enfin, il s'est rattrapé et je pense que la sauvegarde d'un savoir-faire, d'une usine où sont quand même concentrés un potentiel de production, on aura toujours besoin de locomotives en France. On aura toujours besoin d'exporter des locomotives pour rétablir notre balance commerciale. Donc c'est une décision sage. Et l'argument ridicule qui consiste à dire mais ces motrices TGV vont rouler à 200 à l'heure plutôt qu'à 300, alors que ça permet simplement de maintenir en vie le site de Belfort en attendant qu'il reprenne des couleurs. Mais ça dépend de la stratégie du groupe Alstom. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le fait que nos grandes entreprises multinationales croissent à l'étranger, se développent à l'étranger et oublient de préserver le tissu industriel français, comme ça se fait en Allemagne, en Suisse, en Suède. On va donc passer maintenant à la deuxième partie de cette émission, à savoir votre livre, Un défi de civilisation. Donc Jean-Pierre Chevènement, vous publiez chez Fayard Un défi de civilisation, sous-titré La seule stratégie pour la France. C'est 463 pages au total. Alors dès le début de votre ouvrage, vous dites « Nous sommes au bord de la guerre civile » et pour cela, vous citez les propos de Patrick Calvar, qui est le patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Vous pensez vraiment que la situation est aussi grave et guerre civile entre qui et qui ? Mais bien évidemment, d'ailleurs ce sont les stratèges de Daesh qui se sont donné cet objectif. Le Syrien Al-Souri le dit très clairement en 2006. Et il y a une interconnexion entre, je dirais, l'État islamique
en Syrie ou en Irak, et puis d'autre part, un certain nombre de commandos de terroristes qui se disent djihadistes dans nos villes, qui ont pour but effectivement de semer la terreur. Et justement, ce que vous dites, c'est Daesh n'est pas né en Syrie, mais est né en Irak, et on a chez nous, vous employez des mots forts, vous dites le terreau, l'humus, pour qu'il y ait justement aussi des djihadistes chez nous. Absolument. Ce terroriste djihadiste est au confluent de deux choses. D'une part, ce qui s'est passé en Irak, hein, les deux guerres du Golfe, et la conséquence, c'est les provinces de l'Ouest irakien offertes d'abord à Al-Qaïda, ensuite à Daesh. Puis d'autre part, il y a une situation que nous avons laissé se détériorer dans nos villes, un chômage de masse qui frappe la jeunesse, particulièrement la jeunesse immigrée dans nos quartiers, et puis naturellement des tensions qui résultent d'une intégration largement en panne. Enfin, je crois que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Disons que cette intégration est aujourd'hui en grande difficulté, et il y a en même temps un vote Front National, 6 800 000 électeurs, des groupes d'extrême droite qui ne sont pas le Front National. C'est eux qui veulent peut-être instaurer la guerre civile, c'est eux que vous visez. C'est ce que M. Calvar semble suggérer, et je pense que s'il n'y avait pas le très grand sang-froid dont a fait preuve le peuple français, qui est un vieux peuple républicain, pour éviter surenchère, escalade, action de représailles, provocation, actes anti-musulmans, eh bien, nous n'aurions pas gardé le contrôle de la situation. Ce que vous dites, c'est que c'est l'école et la République qui ont failli, et vous dites même dans votre livre qu'un jeune des quartiers s'identifie davantage à un combattant palestinien qu'à un poilu de 14. Ça veut dire qu'il y a un récit national qui n'est pas dispensé à l'école. On parle pas assez. Le patriotisme s'est beaucoup affaibli, et je parle du patriotisme républicain, qui est un patriotisme de principe, un citoyen français. Mais le patriotisme, c'est pas un peu ringard comme idée? Certainement pas. Et c'est ce qu'on me disait en 1985 quand j'avais rappelé. Mais c'est pas parce qu'en 85 ça l'était pas que ça l'est pas aujourd'hui. Qu'ils devaient apprendre à chanter la Marseillaise à leurs élèves. Mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde la chante, et les faits sont venus. Même les footballeurs de l'équipe de France la chantent maintenant. Mais je dirais que dans les meetings politiques partout, c'est spontanément que les gens entonnent un hymne national qui montre que les Français sont attachés à une certaine idée de la République, un certain art de vivre. Et puis, regardez par exemple le nombre des engagements dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, a triplé depuis ces attentats. Donc c'est un pays qui est maintenant en état de légitime défense. Il produit des valeurs qui sont des valeurs résilientes. J'ai parlé du patriotisme républicain, qui engendre le civisme. On pourrait parler de la laïcité, qui n'est pas toujours bien comprise. Justement, on va en parler, parce que la laïcité, vous dites que ce n'est pas une idéologie anti-religieuse. Bien évidemment pas. Mais certains la considèrent comme telle. Mais c'est une erreur. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Il y a un espace commun à tous les citoyens, où ils sont invités à s'exprimer pour déterminer le meilleur intérêt général, à la lumière de la raison naturelle, pas de leur dogme. Et puis d'autre part, il y a les religions qui sont libres de leur organisation et de leur développement. Mais ça suppose quand même le respect des valeurs et des principes de la République. Vous avez justement été pressenti par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, pour présider la Fondation de l'Islam de France. Et on va voir, là, vous dites, certains s'étonnent, hein, vous n'êtes pas musulman. Non, je ne suis pas musulman. Vous êtes d'origine catholique du Haut-Doubs? Je suis sociologiquement un catholique romain, et je suis par ailleurs un citoyen français, fils d'instituteur, donc pour qui la laïcité va de soi. D'ailleurs, ma mère allait à la messe en même temps qu'elle faisait signer les pétitions du CNAL. Vous voyez, ça fait partie de... C'était un grand écart, voilà. C'est pas un grand écart, c'est quelque chose qui m'a peut-être permis de régler facilement la querelle scolaire en 1984. Alors vous dites par exemple qu'en fait ça vous arrange peut-être de ne pas être musulman parce qu'au moins comme ça vous n'appartenez à aucun clan. Quel va être votre travail donc à la tête de la Fondation de l'Islam de France? Alors vous l'avez justement dit, les musulmans aujourd'hui en France se rattachent très souvent à leur pays d'origine, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, les pays de l'Afrique subsaharienne. Mais on n'a pas encore fait un islam français qui se serait défini par rapport aux principes de la République française. C'est ce qu'il faut faire, leur donner tous les droits du citoyen,
avec évidemment le respect que ça implique des devoirs qui vont avec. Hein. Alors, qu'est-ce que la Fondation va faire? Elle n'a pas une vocation religieuse. Elle a une vocation éducative, culturelle, sociale. Par exemple, nous allons favoriser le développement d'instituts d'islamologie, mais à l'intérieur de l'université. Jeter un pont entre la République et l'islam. Faire qu'on se connaisse mieux. Parce qu'il faut bien être clair, pour vous, contrairement par exemple à Philippe de Villiers, qui dans son livre les cloches sonneront-elles toujours, en France, il dit l'islam et République sont incompatibles. Vous, vous dites c'est compatible. Et vous voyez bien que Philippe de Villiers, avec ce titre, les cloches sonneront-elles demain? Alors, ça veut dire qu'il oppose à l'islam le catholicisme. Nous voilà repartis pour les guerres de religion. Heureusement, nous en avons fini. La Déclaration des droits de l'homme a proclamé la liberté des opinions religieuses, et après un siècle de tâtonnement, on a fait parce que émerger... c'était compliqué dans le Haut-Doubs, aux alentours de 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État. On s'y est fait. C'était il y a un peu plus d'un siècle, c'est pas très vieux. Et croyez-moi, dans ma famille, on s'accommode très bien. Il n'y a pas de problème. On fait partie des deux traditions. L'islam, donc, n'est pas forcément pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a ce genre de choses. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment compatible avec certains principes forts de la République? Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre l'islam et la pathologie de l'islam, qui est le terrorisme djihadiste, qui est lui-même une dégénérescence du salafisme, qui peut être quiétiste, mais qui peut évoluer vers le djihad armé. Donc, tout ce qui est contraire à la République doit être sanctionné aux lois de la République. Mais l'islam lui-même est une religion dont on connaît mal les valeurs. Les valeurs sont d'abord profondément égalitaires. C'est une religion démocratique. C'est une religion qui met au premier plan les valeurs de justice. Vous dites vous-même, je vous arrête, parce que vous dites vous-même qu'il y a un tiers des musulmans de France qui font passer la charia, c'est-à-dire la loi islamique, au-dessus des lois de la République. On en fait quoi de ces gens-là? C'est pas moi qui le dis, c'est un sondage. Oui, c'est un sondage que vous reprenez. Non, je le commente. Voilà. Et je dis que ce n'est pas parce que certains musulmans mettent la charia, c'est-à-dire la voie droite, avant les lois de la République, qu'il faut considérer qu'ils veulent désobéir aux lois de la République. Si vous prenez un catholique croyant, pratiquant, lui-même faire passer les commandements de Dieu, et peut-être même les commandements de l'Église, qui vous interdisent par exemple la gourmandise. Il va faire passer ces valeurs on serait puni, avant les valeurs de la République. Et pour autant, il n'attentera pas aux valeurs de la République, parce que la République ne condamne pas la gourmandise. Elle vous laisse libre. On a reçu des questions des internautes. Je vous propose déjà la question de Jean-Marie qui dit, alors c'est par rapport, vous allez voir directement à vous. Vous étiez favorable, Monsieur Chevènement, à la retraite à 60 ans et vous acceptez une fonction à 77 ans. Est-ce que ce n'est pas incohérent? Mais j'exerce cette fonction de manière totalement bénévole et probablement pour un court laps de temps. Je suis à titre temporaire. Je serai à titre temporaire président de cette fondation, que notre internaute calme ses angoisses. Je ne durerai pas toujours. Alors, vous allez peut-être aussi donc calmer les angoisses d'une autre internaute qui s'appelle Corinne et qui rappelle que vous avez démissionné 3 fois quand vous étiez ministre. Vous avez quitté le propre parti que vous avez créé. Alors, quelles seraient les raisons qui pourraient vous amener à démissionner de la fondation de l'Islam de France? Nous n'en sommes absolument pas là. Et je peux dire à notre interlocutrice que j'aurais pu démissionner plus de 100 fois, parce qu'il y avait des choses avec lesquelles j'étais profondément en désaccord. Par exemple, la libération des mouvements de capitaux. Mais le gouvernement venait de se constituer. Vous ne pouviez pas être ministre de la démission, quand même. Et par conséquent, j'ai quand même essayé de transiger autant que je le pouvais. Mais revenons à la Fondation de l'Islam de France, parce que déjà, vous avez employé cet été un mot qui a fait fureur, c'était que les musulmans devaient exercer leur culte de manière discrète. Vous leur demandez de la discrétion. Là, déjà, ça a fait beaucoup réagir. Mais c'est vrai pour toutes les religions. Je dirais, dans l'espace commun que définit la laïcité, celui où les citoyens doivent rechercher l'intérêt général à la lumière de leur raison, ils ne vont pas afficher leur dogme, la révélation qui leur est propre. Sinon, on revient aux guerres de religion. Est-ce que c'est totalement impensable? Donc, cette discrétion, c'était pour tous les croyants, quelle que soit leur religion. C'est pour toutes les religions. Et par ailleurs, j'incite
les vagues nouvelles de l'immigration, à tenir compte des enseignements de l'histoire. Chaque vague a fait l'effort de se plier plus ou moins aux us et coutumes du pays d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas son quant à soi, sa langue. Et non, même... mais les vagues d'immigration jusqu'à maintenant, c'était des gens qui avaient peu ou prou la même religion que la France. Peu ou prou. Pas les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais. Les Arméniens, les Juifs, etc., c'est pas évident. Je dirais que... Les Juifs, ils étaient déjà là pour beaucoup d'entre eux. Je renverse la proportion. Il y a la moitié des gens qui ont été sondés par l'IFOP qui disent se sentir parfaitement à l'aise avec les valeurs de la République. Donc au moins... moi, c'est normal que je vous parle du quart qui place la charia au-dessus des valeurs de la République. Oui, mais c'est un moment. Vous savez, rien n'est figé. Croyez-vous très franchement que l'égalité homme-femme était admise en France il y a encore un siècle, et peut-être même il y a 50 ans. Dans le Haut-Doubs, justement. Dans le Haut-Doubs, mais même ailleurs, mais même les radicaux. Hein, les radicaux barbichus, qui étaient les fondateurs de la Troisième République, ils étaient contre le droit de vote accordé aux femmes. Parce que les femmes étaient trop proches des curés. Pensait-il. On a attendu 1945 pour leur donner le droit de vote. Finalement, ça n'a rien changé. Je vous propose, Jean-Pierre Chevènement, d'aborder la dernière partie de cette émission, à savoir la présidentielle. Donc la présidentielle, c'est dans 6 mois. En France, on devra donc à nouveau élire un président de la République. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez créé un parti politique, le MRC, qui est devenu le mouvement des citoyens devenu MRC, et que vous avez quitté. Pour recréer République moderne, qui existe en fait depuis 1983. Que vous avez relancé. Contribué à recréer le Parti socialiste en 1971. Et le MRC s'appelait le MDC avant. Hein, et le CRS s'appelait Socialisme et République à partir de 1986. C'est ça qui est compliqué avec vous, c'est que vous partez loin dans le temps. Mais non, simplement, j'ai une ligne politique cohérente et je n'ai pas la religion des partis politiques. Justement, vous n'avez pas la religion des partis politiques, soit, mais il y a quand même un candidat du MRC qui existe pour cette présidentielle. Il s'appelle Bastien Faudeau, il est à Belfort, et vous avez dit sur une chaîne de télé il y a quelques mois que vous ne le connaissiez même pas. Maintenant, Bastien Faudeau, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, vous confondez avec quelqu'un que les médias me renvoient toujours dans la figure, qui est Florian Philippot. Ah non, moi je vous parle de Bastien Faudeau. Oui, je connais Bastien Faudeau. Oui. Effectivement, il est conseiller général de Belfort Sud. Belfort-Ouest plutôt, enfin les deux vont ensemble maintenant. Hein. Et vous en pensez quoi de ce candidat-là qui se réclame de vous, qui se réclame du chevènementisme? Je lui souhaite bon vent. Mais cela dit, nous n'allons pas parler de choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Je ne pense pas que ce soit son tour en 2017. Il faudra qu'il patiente un peu. C'est lui qui n'a pas beaucoup d'importance ou c'est son positionnement politique qui n'est pas très important? C'est le sujet que vous abordez. D'accord. Juste maintenant, je vais vous faire écouter quelqu'un qui s'appelle, vous le connaissez, il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Il était à Besançon il y a quelques jours. C'est le candidat pour la présidentielle de Debout la France et il vous lance un vibrant hommage. On l'écoute. Oh, j'aimerais tellement que Jean-Pierre Chevènement franchisse la rivière et qui est le rassemblement des deux rives, car je pense que les patriotes républicains, qu'ils soient de droite ou de gauche, doivent s'unir pour sauver la France. Alors j'appelle Jean-Pierre Chevènement à me soutenir. Alors Jean-Pierre Chevènement, vous le répondez quoi à Nicolas Dupont? J'aurais aimé que Nicolas Dupont-Aignan franchisse aussi la rivière. Dans l'autre sens? Dans l'autre sens. Disons que c'est très difficile de faire s'entendre des gens qui sont mus par des convictions sincères, qui sont des républicains venant de la gauche ou de la droite. Mais le mode Lui, de il parle scrutin, de patriotes. Oui, de patriotes, mais le mode de scrutin est tel que pour se faire élire, les élus se sont obligés de se ranger sous le drapeau de la gauche ou de la droite. Hein, Pourtant, en 2002, au moment de votre candidature à la présidentielle, vous avez tenté déjà le pôle républicain. Parce que c'était moi. Parce que c'était moi et parce que j'étais capable de créer un mouvement qui m'a fait passer en avant de toutes les formations de la gauche plurielle, sauf le Parti socialiste, ce qui est bien normal, car je n'avais que des comités de sympathisants. Mais mon score était supérieur à celui des communistes, des Verts, des radicaux, et par conséquent, si Lionel Jospin avait fait une meilleure campagne, eh bien peut-être que le courant républicain aurait pu peser davantage. Oui, mais donc en dehors de vous, il n'est pas du pays. En dehors de vous, il n'est pas possible de réunir ces patriotes à droite et à gauche. Vous savez,
je ne vous apprendrai rien en disant qu'en politique, il faut un certain charisme. Et un homme politique doit exercer une certaine attraction. Voilà, Nicolas Dupont-Aignan, vous n'avez pas assez de charisme aux yeux de Jean-Pierre Chevènement. Non, je ne dis pas ça. Non. Je le considère comme un gaulliste social. Il a tort de se cantonner sur la rive droite. Mais en même temps, je le comprends, je ne lui en veux pas, je ne le condamne pas. Hein. Mais il est sur la rive droite. Actuellement, donc, François Hollande, le président de la République, déçoit beaucoup de monde. A priori, pas vous, parce que visiblement, comme vous le classez dans la catégorie des adhérents des Deloriens, de Jacques Delors, vous n'attendiez rien, donc vous n'êtes pas déçu. Vous avez résumé un peu vite ma pensée. Disons que j'ai lu votre livre. Je connais depuis longtemps François Hollande, effectivement. À l'époque de ce qu'on appelait les transcourants, il était un Delorien. Il était, en effet... Donc vous n'êtes pas déçu? Pas du tout dans ma sensibilité, il était à l'opposé même. Donc je ne suis pas atrocement déçu, parce que je savais très bien qui il était. Donc il a cru faire ce qu'il croyait être bon pour le pays. Évidemment, ça n'a pas marché, ça c'est clair. Hein. Mais bon, je ne veux pas l'enfoncer. Aujourd'hui, c'est un peu trop facile. On ne tire pas sur une ambulance, c'est ça que vous dites? Je n'ai pas dit employer non plus cette expression, mais je dis que je ne me sens pas de cœur à appuyer encore plus. À la fin de votre livre, vous dites que le bateau France peut encore se redresser, il n'a besoin que d'un cap, mais il n'y a pas de cap pour qui ne connaît pas le port. Et qui pourrait être ce capitaine que vous soutiendriez? Écoutez, dans l'état actuel des choses, on voit... rapidement, plutôt Juppé à l'Élysée et puis Madame Clinton... à la Maison-Blanche. Ce n'est pas forcément très enthousiasmant, parce que quand même, M. Juppé n'est pas, je dirais, c'est plutôt un chiracien qu'un gaulliste. Je me souviens qu'il avait proposé avec Michel Rocard d'abandonner la force de dissuasion. Voilà. Donc voilà, je m'inquiète un peu, mais peut-être il me rassurera. Allez, on verra ça dans 6 mois. Merci beaucoup, M. Chevènement. Merci de votre attention et bon dimanche à tous. Au revoir.